Tu es là, bien pour le webinaire. Bonjour. C'est celui-là. Non, c'est bon, normalement, l'enregistrement a commencé. Tout va bien. C'est qu'à chaque fois, j'ai du mal. Alors, On va attendre encore un petit peu que tout le monde puisse arriver tranquillement. Je sais pas, je crois pas que Juliane se soit connectée déjà, donc on va voir. alors tu es sur d'autres trucs, toi. Hein. Tu veux qu'on mette le... Ça va être très sombre là. Alors, j'arrive pas, je fais une deux fois, j'arrive pas à mettre la caméra, mais bon, c'est pas grave, je vous entendrai. Ouais. C'est déjà pas mal si on a le son. Oui. C'est un message à Luc, je sais pas si... Je vous propose qu'on attende jusqu'à 35 avant de commencer, et puis après les gens rejoindront au fur et à mesure. Marie, Émilie, je sais pas si ça vous va. Je pense que c'est bien. Donc tu te sers pas. Bon, alors je propose qu'on commence du coup. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont arriver en cours de route. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à l'alimentation. On va essayer de discuter un petit peu de comment les questions de santé, écologie et rémunération se croisent sur ce sujet-là de l'alimentation. Je vais d'abord céder la parole à François qui nous présentera un peu le pacte du pouvoir de vivre dans lequel a été un peu créé ce webinaire. Bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui, on entend très bien. Oui, si. Ah, d'accord, très bien. Bon, écoutez, bien, bonjour à toutes et à tous. François Meckel, Solidarité Nouvelle pour le Logement, qui est une organisation qui est membre du Pacte.
Euh, donc, avant de parler, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais avant de parler directement du pacte de l'Île-de-France, enfin du groupe Île-de-France, je voudrais dire quelques mots sur le pacte du pouvoir de vivre en général, qui est relativement assez méconnu au sein des organisations qui le composent. Donc, le pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif d'organisations de la société civile qui sont diverses par leur statut et puis par leur domaine d'action. C'est l'environnement, le social, santé, logement, mobilité, travail, migration, éducation et jeunesse, etc. Et alors, ce sont 19 organisations qui se sont réunies au printemps 2019 pour porter des réponses face à l'urgence sociale, écologique et démocratique de notre pays, dont témoignait la crise des Gilets jaunes de 2018. Alors, l'objectif ayant présidé à la création du pacte du pouvoir de vivre et qui est toujours d'actualité, c'est une triple volonté, celle de penser conjointement transition écologique, justice sociale et renouveau démocratique. C'est la volonté de démontrer qu'il existe pour notre société des voies de passage qui concilient ces trois enjeux majeurs de société. Et c'est la volonté de contribuer à faire évoluer le débat public face à la verticalité d'un pouvoir qui peine à entendre la société civile organisée, trop souvent tenue à l'écart dans les processus de décision. Alors au départ, il y avait 19 organisations en 2019, il y en a actuellement en 2025, il y en a 65. Alors comment agit le pacte? Eh bien, il influence les pouvoirs publics à travers des publications, des prises de position, communiqués, conférences de presse, séminaires avec des députés à l'Assemblée, à l'occasion des élections, des évolutions réglementaires et législatives. Actuellement, bon, par exemple la loi de simplification de la vie économique qui supprime des instances de concertation essentielles à la vie démocratique. Le projet de loi de finances 2026 et le pacte plaident pour plus de justice fiscale. Et sur les municipales de 2026, un rendez-vous très important, il y a un groupe de travail du pacte qui s'est mis en marche. Alors, le pacte a créé aussi une école citoyenne animée par les associations du pacte pour des 35 ans, intéressés à devenir ses ambassadeurs. Et il organise aussi des débats et des rencontres, et je voudrais signaler le mois prochain, le 13 et 14 juin, à Nantes, un colloque organisé avec la République des idées de Pierre Rosanvallon sur le thème « Reprendre le pouvoir sur nos vies et réveiller la démocratie », une formule restituant, selon moi, parfaitement l'esprit et l'action du pacte. Et le pacte du pouvoir de vivre agit localement, bien sûr, à travers les groupes locaux. Alors, les groupes locaux, il y en a une quarantaine, et ce sont des alliances au niveau local de villes, départements ou régions, d'organisations qui se retrouvent dans le projet du pacte. Chaque groupe organise ses actions de façon autonome en fonction de ses moyens humains, des réalités locales et aussi de ses ressources financières. Alors, parmi ces groupes locaux, il y a le pacte du pouvoir de vivre en Île-de-France qui regroupe une association régulièrement. Alors, je vais citer ces trois associations organisatrices: Action contre la faim, organisatrice de ce séminaire, Action contre la faim, France Nature Environnement, Secours catholique, mais on peut aussi dire la CFDT, la CIMAD, la Fondation pour le logement des défavorisés, l'URIOP, Zéro Déchet, etc. Alors, le pacte du pouvoir de vivre agit depuis 2021. En 2021, on est intervenu sur les élections régionales. En 2022, on a fait un colloque à la Bourse du Travail sur la dématérialisation avec la défenseur des droits. En 2023, on a participé au réseau d'alerte sur l'éviction des personnes logées dans les hôtels et l'expulsion des sans-abri de l'espace public et des habitants des bidonvilles lors des Jeux olympiques ou en prévision des Jeux olympiques. L'année dernière, en 2024, on a organisé une journée atelier du vivre ensemble à la Bourse du Travail sur les thèmes déjà l'alimentation, énergie et mobilité, santé. Et cette année, nous avons décidé d'organiser des webinaires de sensibilisation sur la dégradation des conditions de vie des habitants de la région de l'Île-de-France, mais pas que ses habitants. L'intention donc du groupe local et des associations à travers ces webinaires, c'est de civiliser pour des réponses et en menant des actions communes en vue d'une restauration du pouvoir de vivre et du pouvoir d'agir des citoyens sur les champs concernés.
Le premier séminaire qu'on a fait cette année, c'est le 12 mars, il y a 2 mois, sur la qualité de l'air et des nuisances sonores en Île-de-France. Et bien sûr, celui d'aujourd'hui sur l'alimentation, je n'en dirai pas plus. Avant de passer par un troisième webinaire qui est en projet en octobre sur la pollution liée aux déchets, les changements de comportement à attendre face aux impératifs de la transition écologique. Cela reste à préciser. Et je voudrais, pour terminer, évidemment, aborder en 2026 l'échéance importante des élections municipales sur lesquelles le groupe local, les associations du groupe local Île-de-France, lors de notre dernière réunion, nous avons commencé à en parler et on pense se mobiliser sous une forme à préciser dans la perspective d'un relais significatif sur le terrain au sein de nos organisations. Voilà quelques mots sur le pacte du pouvoir de vivre. Merci beaucoup pour votre présence et je passe la parole à Jeanne, je pense. Merci. Oui, tout à fait. Merci François pour cette présentation. Je vais rapidement vous présenter le déroulé du webinaire d'aujourd'hui, qui aura lieu du coup en 2 parties. Une première partie, on vous présentera les impacts de l'alimentation, qui sera suivie d'un petit temps de questions, et une deuxième partie où on essaiera de creuser un peu plus les solutions et les outils qui sont déjà à notre portée pour agir sur cette question-là. Et à nouveau, il y aura un temps de questions à la fin. Pour les questions, ce qu'on vous propose, c'est de les noter directement dans le chat et Sophia s'occupera de les recenser. Comme ça, on pourra vous les poser, au moment des temps de questions. Et ça limite un peu le brouhaha et les interventions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la noter tout de suite dans le chat. Elle sera posée plus tard. Voilà. Et donc, Marie, je te cède la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marie Dric, en charge des questions d'accès à l'alimentation au secours catholique au niveau national. Et donc, je vais vous présenter, pour parler de ces impacts sociaux, environnementaux et sur la santé de notre alimentation. On a fait une étude qui s'appelle L'injuste prix de notre alimentation, qui est sortie en septembre 2024. Et donc, l'idée, c'est de revenir pour ma contribution, du moins, sur quelques aspects de cette étude. Je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Donc, cette étude, elle est sortie, je vous le disais, en septembre dernier. Vous pouvez la trouver sur nos différents sites Internet, puisque ce rapport, on l'a fait avec 4 autres associations que sont le réseau CIVAM, le Solidarité Paysan et la Fédération française des diabétiques. Et pourquoi on l'a fait ensemble? C'est parce que justement, chacun dans nos précarés, disons, on se rendait bien compte que on ne pouvait pas agir sur les causes complètement de nos préoccupations et des réalités que l'on rencontrait sans avoir une approche plus systémique et globale des enjeux de précarité alimentaire et ou de précarité dans le monde agricole et ou de diabète plus généralement. Et donc, voilà, ça faisait des années qu'avec certains, on essayait de mener des projets ensemble qui essaient de répondre à cette fameuse équation de comment on a une alimentation accessible pour tout le monde, qui est durable, qui en même temps rémunère les producteurs-productrices et est bonne pour la santé. Et on voyait bien que, bon, on avait beau faire tout ce qu'on pouvait, on bute quand même face à des injustices structurelles. Et donc, on a décidé de calculer ce vrai coût de notre alimentation pour montrer qu'en fait, tout est lié, que les enjeux de santé sont effectivement liés, pardon, que les enjeux de précarité sont effectivement liés à des enjeux de santé derrière l'alimentation, que c'est un système qui fait qu'aujourd'hui, on a ces impacts en termes de précarité, de problématiques d'accès à l'alimentation, d'augmentation des maladies chroniques type obésité et diabète. Donc, on s'est mis ensemble, on a voulu calculer ce vrai coût de notre alimentation pour sortir des oppositions, pour donner les moyens de débattre, et on l'a fait d'une certaine façon qui fait qu'on a fait un calcul avec des dépenses publiques réelles pour aussi identifier des marges de manœuvre dans les dépenses publiques, pour pouvoir se dire, bon, bah, quelle ligne de ce fait on pourrait aussi peut-être réutiliser pour faire autrement et orienter les politiques publiques de manière différente.
Pour ce calcul du coût de notre alimentation, on a regardé 2 choses. On a regardé ce que nous coûte donc très concrètement en termes de dépenses publiques les impacts négatifs de notre système alimentaire. Donc, c'est ce que je disais sur la dimension écologique, santé, sociale. Mais on a aussi voulu regarder l'ensemble des soutiens publics qui vont aux acteurs qui font fonctionner ce système. Donc concrètement, combien la puissance publique aujourd'hui met pour que la cantine fonctionne, pour que la restauration puisse également fonctionner, l'aide alimentaire, les producteurs, etc. Et c'est à partir de ça qu'on a dit c'est tout ça, en fait, le vrai coût de notre alimentation. Celui qu'on ne paye pas, c'est prendre la part en fait qu'on ne voit pas quand on paye en caisse, puisque c'est la partie que l'on paye à travers nos impôts, nos taxes, que l'on mutualise ensemble. Je veux bien que tu passes la slide d'après. Ouais. Et donc concrètement, je vous le disais, pour faire ce calcul de ces 2 types de dépenses, de ces types de coûts, on a eu une approche comptable puisqu'on a regardé les dépenses publiques réelles. C'est un choix pragmatique et éthique puisque ça veut dire qu'on n'a pas fait d'extrapolation de perte de PIB. Typiquement, quand les personnes sont atteintes de maladies chroniques, qu'est-ce que ça impacte en termes de perte de productivité. Si on a choisi de ne pas se dire quand une personne est en insécurité alimentaire, en quoi elle ne permet pas, elle nous fait perdre des points de PIB, en gros, parce que ça, c'est la méthode qu'il peut y avoir quand on regarde le coût caché de notre alimentation. Nous, on a voulu regarder, non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dépense réellement pour compenser et réparer les impacts négatifs de notre alimentation sur l'environnement, la société et la santé, et qu'est-ce qu'on dépense réellement pour soutenir l'ensemble des acteurs du secteur. Ensuite, on a eu une approche quantitative et qualitative. Donc, quantitatif, vous avez à peu près aperçu. Qualitatif, c'est qu'on a aussi fait contribuer 2 groupes de personnes concernées, que ce soit du milieu agricole ou du milieu, du milieu précarité alimentaire, avec des personnes qui sont accompagnées à travers des actions du Secours catholique. Et elles ont travaillé donc pendant 2 ans à partager qu'est-ce que ça veut dire, ces impacts dans ma vie quotidienne, pour pouvoir l'incarner, en témoigner et contribuer donc aux propositions du rapport. Petite particularité en termes de méthode sur le calcul des impacts négatifs. Pour identifier cette première partie donc du calcul des impacts négatifs de notre alimentation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la boussole du fameux donut que vous voyez à votre droite, qui pose l'idée d'un plafond écologique et d'un plancher social qui forment ensemble donc cet espace juste et sûr pour l'humanité, et donc qui pose un certain nombre d'indicateurs sur les dimensions sociales, mais aussi environnementales des impacts de nos modes de consommation. Et on l'a utilisé pour se dire, aujourd'hui, on en est où sur chacun de ces indicateurs. Ça nous a permis, à partir donc de la littérature scientifique, de dire voilà où on en est, voilà la responsabilité du modèle agricole et alimentaire quand on pouvait le dire pour ces impacts-là. Et donc, comme ça nous a permis de mettre en regard la dépense publique au regard de ces impacts pour pouvoir les lier et donc les identifier. Je veux bien que tu passes la suite. Donc ça, c'est la question méthodo. N'hésitez pas après à poser des questions. Et donc, les résultats auxquels on arrive, c'est que ce prix réel de notre alimentation, c'est d'abord à minima 19 milliards d'euros que l'on dépense chaque année pour compenser et réparer les impacts négatifs de notre alimentation pour les dimensions santé, environnement et société. Je veux bien que tu passes... Pour vous donner un petit peu de détails, le plus gros poste, sans étonnement, que l'on a trouvé, c'est sur la santé, avec pratiquement plus de 12 milliards d'euros. Et ces 12 milliards d'euros, ils sont surtout liés aux maladies liées à notre alimentation en tant que consommateur-consommatrice, puisque c'est pratiquement les 12 milliards d'euros. Sur ce chiffre, on a appliqué, on sait bien que l'obésité, le diabète, ce sont des maladies multifactorielles. Donc, ce qu'on a appris, c'est qu'on avait l'ensemble des dépenses de l'assurance maladie pour les maladies chroniques en lien avec l'alimentation. Et ensuite, on a appliqué des prorata pour ne retenir que la cause
vraiment de notre alimentation, trop grasse, trop sucrée, trop salée, ultra transformée. Et comme vous pouvez le voir, les maladies professionnelles sont incluses, mais en fait, comme il y en a très peu qui sont reconnues et prises en charge, c'est ce qui fait qu'elles ont un montant ici très petit de 675 millions d'euros. Donc, ça permet de vous dire que, bien sûr, ces éléments, ce ne sont qu'une partie de la réalité, puisque ce chiffrage prend en compte ce qui est réellement compensé et réparé par la dépense publique. Or, on sait que tout ne l'est pas. C'est ce qui permet d'expliquer ce chiffre très petit sur l'impact environnemental, puisque ce sont des dépenses publiques qui compensent et réparent aujourd'hui ces impacts qui sont en réalité beaucoup plus forts, effectivement, que ne l'est la dépense publique. Vous le voyez sur le montant, par exemple, sur l'impact sur les sols et les ressources énergétiques de notre modèle agricole. Bien sûr qu'il y a des impacts énormes, et pourtant, on ne pouvait pas du tout retracer soit de dépenses, soit on avait un problème de données tout simplement. Et sur donc je vous laisse, je ne vais pas entrer trop dans les détails sur l'environnement, d'autant que la FNE reviendra sur ce lien environnement, alimentation et agriculture, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Pour finir sur la dimension impact social, en fait, ce qu'on a retenu là, c'est surtout la compensation des faibles rémunérations agricoles et tout au long de la chaîne, puisqu'on est dans un système où aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre effectivement de son travail décemment dans notre société. Voilà pour les impacts négatifs et leurs coûts chiffrés. Ce que je vous disais, c'est clairement, c'est des coûts très largement sous-estimés pour un certain nombre de raisons que je vous ai énoncées. Soit il y avait des choses qu'on ne pouvait pas attribuer, soit il y avait une absence de données, soit il y avait des choses qu'on n'a pas voulu estimer de par la méthode. Typiquement, on n'a pas chiffré la perte de biodiversité, on n'a pas monétarisé la perte d'estime de soi quand on est en situation de précarité alimentaire, la dégradation de la santé mentale quand on est en situation d'isolement, que ce soit dans le milieu agricole ou quand on est en situation de précarité alimentaire. Je veux bien que tu passes l'autre slide. Donc, oui, vas-y, dis-moi le temps. Non. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce vrai coût de l'alimentation, les 19 milliards, ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Vous le voyez en bas, il y a aussi tous ces coûts inestimables par ailleurs, la perte de sens de son travail, la défiance politique que nous ont aussi beaucoup mentionné les groupes de personnes concernées en lien avec leur situation. Et en face, le vrai coût de notre alimentation, c'est cette autre facette, c'est aussi 48 milliards d'euros que l'on met donc pour soutenir un système qui entretient quand même majoritairement ces impacts négatifs. Pour vous donner un petit élément de détail sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces 48 milliards, il y a peut-être deux choses surtout à retenir. C'est qu'on pense souvent que c'est que la PAC, la politique agricole commune, qui finance notre système agricole et alimentaire. Or, nous, en fait, l'État a des moyens budgétaires sur la table, puisque là, on le voit bien, 60% en fait, de ces financements, c'est l'État l'État français. Et notamment, c'est en grosse partie par des exonérations de cotisations sociales et des exonérations fiscales, 21 milliards d'euros. Je veux bien que tu passes la slide. Autre élément important à voir, c'est que, donc vous voyez, en fait, pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on a 48 milliards d'euros, on a en fait des moyens d'agir, et il faut d'autant plus agir aussi en milieu de chaîne, que plus de 35% de ces financements ne vont pas, comme on le pense souvent, à la production, mais vont à ce milieu de chaîne, que sont donc la restauration, la distribution, la transformation. Je veux bien que tu passes. Ce qui poussait aussi à dire au-delà on avait un certain nombre de financements qui soutiennent donc ce milieu de chaîne, et il faut absolument donc regarder sur ce qui se passe sur ce milieu de chaîne si on veut avoir une agriculture effectivement plus durable, si on veut améliorer l'accessibilité de tous ces produits aux personnes qui aujourd'hui en sont exclues. Autre argument qui nous permettait de dire il faut agir sur ce milieu de chaîne si vous voulez absolument changer les choses pour de meilleurs impacts, c'est qu'on a vu dans l'étude qu'il y avait une vraie déconnexion donc, entre la valeur du produit et son prix en magasin pour le consommateur, avec en 25 ans donc une division par deux des prix qui étaient payés aux producteurs-productrices et avec la baisse de cette division beaucoup moindre pour les consommateurs en magasin.
Et ça s'explique par un phénomène important qui est qu'en fait, la valeur de vos produits ne vient plus de ces coûts de production, mais plutôt de l'immatériel, donc c'est-à-dire le prix lié plutôt à l'image de marque, à la publicité. Et derrière ça, ça dit quand même quelque chose de notre modèle agricole et alimentaire, puisque plus vous fondez sur une valeur d'immatériel qui vient de l'immatériel, plus vous allez rechercher effectivement des coûts très bas pour avoir un minerai le plus malléable, le plus classique, le plus standard et le moins cher. Donc ça, c'est un peu, vous retenez la représentation graphique de la répartition inéquitable aujourd'hui de la valeur qui est liée en partie à ça. Je veux bien que tu passes. Tu peux passer la slide. Et je vais très vite, hein, mais tout ce rapport nous a conduit à avoir 4 types de recommandations. Des recommandations qui vont être autant sur un nouveau pilotage nécessaire avec un nouvel horizon, disons, pour les politiques publiques sur le sujet, avec le droit à l'alimentation en point d'orgue pour redonner cet horizon face à ce contrat social sur notre agriculture et à l'alimentation qui est devenu obsolète à notre sens. C'est-à-dire, oui, on a nourri tout le monde, mais aujourd'hui, ça ne se fait pas à n'importe quel prix. On le voit avec les impacts qui ont été nommés. Je ne reviens pas sur le droit à l'alimentation puisque Émilie va le présenter. On a toute une rubrique qui est plutôt autour de comment on améliore l'accès au droit et l'accessibilité financière à une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous. Comment on massifie cette transition écologique et on lui permet de faire système justement avec un accent très fort sur comment on agit sur les acteurs en milieu de chaîne, puisque les premiers en début, donc les producteurs-productrices, sont souvent coincés autour d'injonctions de changement, mais en fait, on se rend compte que si les acteurs derrière eux ne changent pas, l'évolution est bloquée. Et enfin, on a tout un tas de propositions autour de, bien sûr, la régulation du commerce international, puisque nous ne sommes pas en vase clos. Ce système ne fonctionne pas en vase clos. Je veux bien que je crois que l'on est terminé. J'ai fait des mieux. Ouais. Ouais. Voilà. Merci. Donc c'était un peu rapide, mais les compléments viennent, je pense, avec plus précis, notamment sur l'impact environnemental derrière tous ces coûts. Jeanne, te cède la parole. Jeanne est là. Oui. Oui, je peux y aller. Vous pouvez y aller. Oui, Jeanne, je crois que vous pouvez y aller sur Focus. Oui, bonjour. Donc, je suis Jeanne Buisson. Je suis pilote du groupe de travail de FNE Île-de-France pour l'agriculture et la forêt. Il est bon de faire un petit panorama de ce que représente l'agriculture en Île-de-France en termes de surface. Ça représente 599 000 hectares de terres agricoles. Et donc, avec nos 12 millions de consommateurs, nous importons 90% de notre alimentation, malgré cette surface qui est quand même relativement importante, consacrée à l'agriculture en Île-de-France. Alors, la petite répartition, elle vous explique un petit peu le pourquoi. C'est qu'en Île-de-France, en fait, nous avons majoritairement des grandes cultures, ce qu'on appelle les grandes cultures, le blé, donc tous les céréales, le colza, tournesol, etc. On va passer à la slide suivante. Alors, lorsque on aborde la question de l'alimentation, on ne peut pas justement ne pas penser à l'agriculture. Qui dit agriculture dit terre agricole. Et donc, sans terre, il n'y a pas d'agriculture. Sans agriculture, pas d'alimentation. C'est pourquoi à FNE Île-de-France, nous prêchons, nous faisons campagne
pour la préservation du foncier agricole, pour la sanctuarisation des terres agricoles. Hein, ça s'est manifesté à plusieurs occasions, notamment par exemple lors des dernières législatives en 2022 et nous sommes participants aux marches des terres et autres manifestations allant dans ce sens-là. Donc, parce que d'une part, pour la production alimentaire, mais aussi parce que les terres agricoles remplissent des fonctions écologiques vitales. Elles jouent un très grand rôle pour l'infiltration de l'eau. C'est également, alors par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure, il y a peut-être un peu des contradictions en apparence, mais c'est aussi pour le soutien à la biodiversité. 60% de la biodiversité terrestre vit en effet dans les sols et les terres agricoles contribuent également de façon importante au stockage du carbone. On va passer donc à la suite. À l'inverse, lorsqu'il y a diminution, dégradation des sols, bien sûr, automatiquement, donc, on a perte de terres nourricières, on a l'augmentation du risque d'inondation, l'effondrement de la biodiversité et ça va dans le sens du réchauffement climatique. C'est pourquoi donc FNE Île-de-France milite pour la sobriété foncière. On a fait des campagnes, la campagne Laisse Béton. On milite pour l'application du zéro artificialisation nette d'une part, c'est-à-dire qu'il s'agit d'obtenir d'ici 2050 d'atteindre l'objectif zéro artificialisation nette. Ça voudrait dire autant de surfaces renaturées que de surfaces artificialisées. Nous prêchons donc dans ce domaine pour la fin de l'exception francilienne, justement, dans toutes les régions donc, de France, il y a un objectif intermédiaire qui est divisé par 2 le rythme d'artificialisation des sols, donc entre 2021 et 2031 par rapport à la période 2011-2021. Or, il y a l'exception des îles, dont l'Île-de-France. Nous sommes allés jusqu'à préconiser l'instauration de ce que l'on appelle le ZAB, le zéro artificialisation brute pour l'Île-de-France, compte tenu justement du degré d'artificialisation de notre région. On va passer à la slide suivante. Là, ça vous donne… en termes de timing. Pardon ? Mais je pense qu'il faut accélérer un petit peu si on veut avoir le temps de se passer. Juste pour visualiser le territoire, c'est la carte 2021. Hein, et surtout, il y a un chiffre à retenir, c'est que pendant la période 2017-2021, nous avons perdu 683 hectares par an de terres agricoles en moyenne. La slide suivante, donc, qui permet de visualiser la répartition donc, du territoire francilien avec la petite couronne et les départements de la grande couronne, entre sol agricole, sol naturel, sol artificialisé. Et bien sûr, si on veut regarder l'Île-de-France, évidemment, on voit qu'il y a une proportion importante de sol artificialisé. La slide suivante vous montre qu'en dehors de classer en espace agricole justement les terres que l'on veut consacrer à l'agriculture, il existe des outils de protection qui vont un peu plus loin, les zones agricoles protégées, les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des outils pour que nos élus protègent ces terres agricoles. Alors, passons aux impacts de l'agriculture. Souvent, en termes d'impact de l'agriculture, on parle de la consommation en eau, etc.
Moi, j'insisterai sur l'impact de l'utilisation des pesticides qui entraînent une contamination généralisée des milieux. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous montre que tous les milieux sont impactés, hein, les sols, l'eau, l'air, le biotope. C'est l'utilisation des pesticides qui implique des pesticides, hein, parce qu'il y a utilisation de pétrole et tout ça, ça génère des émissions de gaz carbonique. Donc, bien sûr, un impact sur le dérèglement climatique. Vous avez à droite l'exemple du cycle de l'eau. Les pesticides s'accumulent dans les organismes le long de la chaîne alimentaire, hein, c'est la bioaccumulation. Et donc, on voit, pour ce qui concerne le cycle de l'eau, que même les lacs des montagnes sont impactés par le biais des précipitations. On va passer à la slide suivante où on a rassemblé les différents types d'effets, hein, des pesticides, des effets directs. Ils sont liés aux expositions chroniques. Alors, ils peuvent tuer rapidement ou à petit feu. Ils impactent le comportement et les processus fondamentaux, hein, comme la croissance, la reproduction. Il y a des effets indirects par réduction des ressources alimentaires et l'altération et la suppression des habitats. Donc, je peux vous donner un exemple, hein, les herbicides qui provoquent la raréfaction d'une végétation qui peut être source de nourriture pour certaines espèces d'oiseaux, servir de plante hôte pour les insectes, etc., etc. On va passer à la slide suivante. Je passe assez rapidement, hein, ça vous donne l'impact de l'agriculture des pesticides sur les eaux de surface, donc grâce à des mesures, hein, sur des stations, on obtient cette carte de France avec donc une grande proportion donc des points de surveillance qui sont impactés. Et donc, je ne vous ai pas mis la carte, mais si on faisait la carte avec les eaux souterraines, on verrait que 80% des masses d'eau sont contaminées. On va passer donc à cette slide qui vous montre aussi donc là, de plus en plus de problématiques pour l'eau potable. Donc la carte, elle parle d'elle-même, hein, donc 15,4% des habitants de France métropolitaine ont été au moins une fois alimentés par une eau non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, en sachant que le traitement de l'eau coûte cher et qu'il est énergivore. Donc, il faut rappeler, hein, qu'il y a urgence à réduire l'usage des pesticides, en particulier dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable. La slide suivante vous montre donc que par rapport à ce constat, hein, dans le cadre de la consultation qui a eu lieu récemment sur le plan national d'adaptation au changement climatique, FNE Île-de-France préconisait des actions à mettre en place. Donc, promouvoir l'agriculture biologique de façon générale, mais bien sûr, en particulier sur les aires d'alimentation de captage. À ce sujet, je fais allusion à l'échec du plan Ecophyto, hein, qui, en 2008, lors de son lancement, donc, on envisageait de parvenir à la réduction de moitié de l'utilisation des produits phytosanitaires, ce qui, bien sûr, n'a pas été réalisé. On a eu en 2023 une commission d'enquête sur l'incapacité de la France à atteindre des objectifs du plan Ecophyto. Et les plans Ecophyto 2 et 2+, qui ont reporté cette ambition à 2025, je ne pense pas que le résultat soit satisfaisant non plus. On va passer à la pollution de l'air. L'air qui est un vecteur majeur de diffusion des pesticides. Les pesticides se retrouvent dans l'air donc
au moment ou après le traitement des cultures, donc soit par dérive, avec les pulvérisations, dispersion des gouttelettes dans l'air, soit par volatilisation après l'application des produits, alors à partir des sols et des plantes traitées. On a l'évaporation des pesticides contenus dans les sols et les plantes, soit par érosion des sols traités sous l'action du vent. Alors ainsi, il y a Airparif qui nous dit que 25 à 75% des pesticides appliqués seraient transférés vers l'atmosphère selon les modes d'application et les conditions climatiques. On a vu donc l'impact sur l'air, sur l'eau, automatiquement, impact sur la santé. Selon l'Institut de veille sanitaire, 100% de la population française porte des traces de pesticides, même à des doses très faibles. Alors bien sûr, ce sont les agriculteurs et les agricultrices qui sont en première ligne, et plusieurs maladies liées à l'exposition aux pesticides sont aujourd'hui indemnisées pour ces professions. Je vais passer à la slide suivante en faisant un petit focus sur l'impact de l'agriculture, donc sur la biodiversité. Donc les pesticides sont en partie responsables de l'effondrement de la biodiversité. Plus largement, c'est l'agriculture industrielle. Les références pour retrouver les principaux éléments de l'effondrement de la biodiversité en France et l'évaluation des impacts des pesticides sur la biodiversité et les services écosystémiques sont d'une part le rapport des 10 ans de l'Observatoire national de la biodiversité qui a été publié en 2023. Et d'autre part, on dispose également de l'expertise scientifique collective de l'INRAE, IFREMER, de 2022. On va passer à la slide suivante qui vous montre l'impact des pesticides sur les émissions de gaz à effet de serre. Combien de gaz à effet de serre produits par notre alimentation? Alors, les chiffres qui sont donnés là comprennent l'ensemble de l'empreinte carbone de notre alimentation, non seulement donc la consommation de produits agroalimentaires transformés, mais aussi la consommation de produits non transformés. Donc, pour ceux qui sont transformés, c'est 51% des émissions liées à l'alimentation. Pour ceux qui sont non transformés, c'est 26%. Le reste concernant donc les restaurants, la restauration collective, la cuisson des éléments. Donc, dans nos assiettes, l'enjeu est de taille, puisque la production de notre alimentation représente quasiment un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est 22% de l'empreinte carbone de notre consommation totale. C'est le troisième poste le plus émetteur de gaz à effet de serre, après le transport, 30%, et le logement, 23%. On va passer donc à la slide suivante. Compte tenu de tous ces constats, ça a amené alors les constats dont cette forte spécialisation de la région Île-de-France, avec une grosse proportion de grandes cultures, avec de l'élevage et du maraîchage en déclin, avec le développement trop lent de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique représente 6,9% de la surface agricole utile. Donc, ce qui est très peu, ce qui est bien en dessous de la proportion pour la surface totale de la France. Il faut absolument que l'on privilégie donc la vocation nourricière des terres, donc qu'on l'on protège ces terres et que l'on fasse évoluer nos pratiques agricoles. Donc, tout ça, c'est repris dans la liste des préconisations et ça. Bien sûr, tout ça devrait être traduit dans l'application en France de la PAC, la politique agricole commune.
Et donc, il faudrait absolument diriger les aides beaucoup plus vers des projets plus vertueux, allant vers l'autonomie alimentaire locale et la santé des sols. Une petite slide. Oui, j'ai plus que trois, donc une petite slide justement pour voir ce que pourrait donner la révolution des pratiques agricoles, hein. On a des exemples qui démontrent que en faisant revenir la biodiversité sur les parcelles via des haies, en allongeant les rotations, en diversifiant les assolements, en couvrant systématiquement les sols, en introduisant de l'élevage dans les systèmes de culture, en désintensifiant les élevages et en observant tous ces résultats, donc on pourrait se passer des pesticides, mais pour cela, il faudrait un accompagnement technique et un accompagnement financier pour tous les acteurs de la chaîne jusqu'aux consommateurs. La slide suivante vous donne quelques actions à mettre en place pour pouvoir justement décarboner l'agriculture, déployer l'agroforesterie, les cultures intermédiaires, réduire la demande énergétique, accompagner la décarbonation des installations, en dirigeant les aides justement vers les pratiques qui permettent d'atteindre ces objectifs. J'ai une slide qui vous donne pour l'Île-de-France l'étendue des plans alimentaires territoriaux, hein, qui, s'ils étaient généralisés et dans la mesure où ils mettent en place des coopérations entre les villes et les campagnes et les espaces ruraux, permettrait d'aller vers une alimentation plus durable et solidaire, à condition quand même de prioriser les productions régionales. Et enfin, je finirai par la citation de Valérie Masson-Delmotte, qui a participé au groupe de travail du GIEC et qui disait que beaucoup d'agriculteurs innovent, développent des méthodes parfois anciennes, parfois nouvelles, pour réduire l'impact environnemental tout en produisant suffisamment pour nourrir le monde. Et donc, voilà, toutes les préconisations que j'ai citées tout à l'heure, c'est depuis assez longtemps que FNE Île-de-France les mette en avant. Et il serait souhaitable qu'en plus des agriculteurs, des scientifiques, des consommateurs, des associations qui ont leur rôle à jouer dans la transition écologique du modèle agricole, les politiques jouent également leur rôle. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Émilie, du coup, on te passe la parole si tu veux nous faire un point sur la notion de droit à l'alimentation que Marie a déjà un peu évoquée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, je suis Émilie Martin, je suis la coordinatrice pour la région Île-de-France pour la mission France d'Action contre la faim. Et vous allez voir, en fait, ce que je vais vous présenter, en fait, va recouper beaucoup, en fait, ce qu'a pu présenter Jane et également Marie. En un mois après la sortie, en fait, du rapport mentionné par Marie, on a sorti Action contre la faim, un rapport sur le droit à l'alimentation. On a pris un angle un peu différent de celui porté en partie par le Socrate sur leur étude, qui était en fait de se dire, regardons ce qui existe en fait en France au niveau du droit à l'alimentation. Quels constats en fait légaux se traduisent actuellement en France. Il s'avérait qu'en octobre 2024, c'était les 20 ans de la directive de l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO. C'était les 20 ans d'une directive que la FAO avait éditée, en fait, qui précisait des indications pour les États pour appliquer le droit à l'alimentation au niveau international. Et puis également, c'était les 5 ans de la mission France. Donc, effectivement, c'était un bon moment pour pouvoir en fait partager notre constat du fait de l'analyse qu'on pouvait avoir sur ce cadre légal.
Vous voyez ici le titre, le rapport, en fait, comme le disait aussi Marie, en fait, les données et les rapports pourront vous être partagés aussi à la fin. En tout cas, c'est accessible pour une lecture beaucoup plus complète que ce que je vais pouvoir vous en faire là parce que ce sera assez court. Petit teasing, en fait, dans le titre de notre rapport, la France doit se mettre à table. Je vous en parlerai un petit peu aussi après. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais avant, petit retour, petit zoom, en fait, sur effectivement la notion de droit à l'alimentation. Et vous allez voir en fait que c'est une notion qui recouvre en fait plein de dimensions et notamment pas mal de dimensions qui ont été présentées sur les présentations précédentes et que le droit à l'alimentation va bien au-delà du fait de se nourrir et d'être à l'abri de la faim. Au niveau de la définition dans le cadre international, le droit à l'alimentation, c'est le droit pour toute personne à tout moment d'avoir un accès physique et économique à une alimentation suffisante, adéquate, culturellement acceptable et qui soit produite en fait de façon et consommée de façon durable et de façon aussi à préserver les générations futures. Donc quand vous voyez cette définition assez large, vous voyez à peu près en fait tout ce que ça peut recouvrir et tout ce qu'on peut mettre dans ce droit à l'alimentation. Vous avez ici devant vous en fait les 5 piliers du droit à l'alimentation que je vous ai mentionné dans cette phrase assez longue. Ces 5 piliers à retenir sont d'une part l'accessibilité. Donc effectivement, l'accessibilité, l'accès en fait à l'alimentation d'un point de vue financier, l'accès d'un point de vue physique aussi. On peut très bien effectivement avoir par exemple des moyens financiers mais ne pas pouvoir accéder physiquement en fait à une offre alimentaire de qualité sur le territoire où j'habite, par exemple. Ça peut être l'accessibilité aussi à l'information, l'accessibilité aussi administrative, qui implique aussi ensuite l'accès à des moyens financiers potentiellement. Le deuxième pilier, la disponibilité. Donc effectivement, voilà, qu'est-ce qui est disponible en fait en termes d'offres sur les marchés, sur les magasins, etc. Mais c'est aussi en fait la disponibilité des ressources en fait productives et des ressources de la terre. Le 5e pilier, c'est la durabilité. Donc ici, sur ce pilier-là, en fait, vous avez la notion de la justice transgénérationnelle et de produire et de consommer en évitant d'avoir un impact négatif sur les générations futures. L'adéquation, 4e pilier, l'adéquation, là, recoupe aussi plusieurs éléments, l'adéquation par rapport à l'aspect apport nutritionnel, par rapport aussi à ce qui est culturellement une habitude pour moi de consommer. C'est aussi l'adéquation par rapport aussi aux contraintes de santé que les personnes peuvent avoir. Et enfin, le 5e pilier, on est sur la stabilité. Donc là, sur la stabilité, c'est effectivement le fait de pouvoir avoir accès à tout moment pour toute personne à une alimentation. Donc notamment de pouvoir, par exemple, prévenir des chocs potentiellement. Voilà les 5 piliers en fait qui sont composés dans cette définition du droit à l'alimentation, qui est une définition qui est présente dans un pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans son petit nom PIDESC, qui est un pacte qui a été signé et ratifié par la France en 1980. Donc, vous avez vu, en fait, c'est pas tout récent, ça date de 1980 et ça a été ratifié par l'État français. Qu'est-ce qu'il en est en France, du coup, face à ce constat au niveau en fait international et quand on a fait un peu un détour par la notion de droit à l'alimentation, quelles sont les obligations du coup de la France par rapport au droit à l'alimentation et par rapport à ce pacte qui a été signé par la France. Il y a 3 obligations afférentes au droit à l'alimentation. Le premier, c'est de respecter le droit à l'alimentation, c'est-à-dire que l'État, dans ses actions, s'engage à ne pas prendre de mesures qui peuvent avoir un impact négatif sur les personnes et sur l'accès à l'alimentation. Ça, c'est la première obligation de respecter. Donc, ne pas le principe un peu de non-régression. Ensuite, il y a la deuxième obligation qui est de protéger, qui est en fait le fait de poser un cadre, de réguler, par exemple aussi, comme le mentionnait aussi tout à l'heure Marie,
d'avoir, par exemple, plus de transparence par rapport, en fait, aux marges qui peuvent être faites entre la production et la consommation, par exemple. Donc, c'est sur la régulation que l'État doit faire en lien avec le droit à l'alimentation. Et enfin, réaliser, là, on est dans une obligation plus de proactivité et de prendre des mesures positives pour garantir le droit à l'alimentation. Donc, par exemple, ça peut être, comme le disait en fait Marie tout à l'heure, en fait, il y a de l'argent qui est mis en fait sur le système alimentaire. Cet argent peut être réorienté pour développer un système agricole beaucoup plus durable en France. Donc voilà les trois obligations liées au droit à l'alimentation et auxquelles en fait la France a participé et a signé. Est-ce que tu peux passer la slide d'après, Jeanne, s'il te plaît? Maintenant, du coup, effectivement, les constats. Alors là, encore une fois, en fait, c'est un résumé en fait de notre rapport. C'est très court, très succinct. On a identifié trois grands constats que mentionnait aussi notamment Marie tout à l'heure. D'une part, le premier constat, c'est en fait la gouvernance. L'alimentation, comme aussi le mentionnait Jane tout à l'heure, en fait, ça recoupe différents en fait, sujets, différentes politiques publiques. C'est multidimensionnel. Actuellement, voilà, on parle alimentation au sein du ministère de l'Agriculture, on parle alimentation au sein du ministère de la Solidarité, du logement, de la transition agricole, etc. Mais il n'y a pas en fait de moment où en fait tous ces ministères-là vont se mettre ensemble pour travailler sur le droit à l'alimentation. Il y a la perspective là d'une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat qui est en cours en phase de consultation pour justement pouvoir élargir en fait les angles de réflexion sur l'alimentation et rassembler différents ministères sur la question, à voir ce que ça va donner et quelle ambition il va y avoir sur cette SNANC. Au niveau de la gouvernance, il n'y a aussi effectivement aucun système de suivi harmonisé et régulier de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les dernières données que nous avons en population générale sur le nombre de personnes en insécurité alimentaire, ça date de 2015. On n'en a pas de nouvelles depuis. Donc, on est avec un chiffre de 8 millions de personnes en fait en insécurité alimentaire, mais on n'a pas de mécanisme en fait régulier de suivi de ce paramètre-là de l'insécurité alimentaire. Et en parallèle également aussi, aucun mécanisme d'évaluation systématique concernant la mise en œuvre du droit à l'alimentation, puisqu'il n'y a aucun cadre juridique en France qui permet en fait de mettre en avant le droit à l'alimentation, d'où effectivement ce que disait Marie tout à l'heure en termes de recommandations majeures sur le cadre juridique, c'est de transposer au niveau du droit français ce droit international qui est contenu dans ce PIDES et ratifié par la France. Et enfin, dans la gouvernance, il y a aussi la participation, la faible participation directe des citoyens et des citoyennes, avec effectivement l'enjeu de remettre les citoyens et les citoyennes au cœur de ces réflexions-là, puisque c'est nous que ça impacte en premier, et nos générations futures. Le deuxième axe dans nos constats, c'est le système alimentaire durable. Alors là, on en a beaucoup parlé aussi, et notamment Jane en a parlé, sur effectivement les politiques publiques qui vont effectivement protéger activement les enjeux en fait concernant l'accès à la terre, concernant aussi le renouvellement des générations agricoles, puisqu'il va y avoir un départ massif à la retraite des agriculteurs et des agricultrices dans les prochaines années. Donc voilà, tout cet enjeu d'adaptation aussi au changement climatique, je ne vais pas revenir dessus parce que Jane en a beaucoup parlé. Et de l'accompagnement que tu mentionnais aussi, Jane, sur la transition écologique pour les acteurs et les actrices eux-mêmes, pour les aider à faire ce changement. Et parce qu'on s'appelle Action contre la faim, on a aussi fait des recommandations sur l'impact de la réalisation du droit à l'alimentation dans les pays tiers et l'impact de nos politiques sur les pays tiers à l'international. Le troisième pilier, accès digne à une alimentation saine et durable pour tous. Effectivement, là, l'enjeu qu'il y a en termes de politique publique, c'est qu'elles sont, pour l'instant,
avec une approche court-termiste et curative, alors qu'effectivement, on pourrait aussi, notamment l'État et toutes les personnes concernées, pourraient avoir une approche beaucoup plus préventive et beaucoup plus efficiente qu'une approche en fait juste de réponse à une précarité alimentaire grandissante. D'où le lien aussi potentiellement avec un travail plus important sur l'accompagnement des personnes. Les deux derniers points sont effectivement le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement, renforcer notre système de protection sociale, donc faire toujours protéger les personnes et assurer qu'il y a un filet de protection sociale qui permet aux personnes de ne pas sombrer dans une précarité importante qui va avoir un impact sur leur alimentation, étant donné qu'effectivement, dans beaucoup d'études que nous faisons, et ACF et d'autres acteurs, l'alimentation reste la variable d'ajustement sur les budgets des ménages. Et enfin, effectivement, mettre en place un cadre légal pour inciter ou contraindre les acteurs privés, en particulier ce que mentionnait aussi notamment tout à l'heure Marie, sur les marges et sur en fait le montant qui est mis en fait sur la transformation et la distribution. Voilà donc ces constats de manière très résumée qu'on a pu faire dans le cadre de notre rapport droit à l'alimentation et qui recoupe beaucoup des discussions qui ont été présentées par le passé. Merci beaucoup, Émilie. Je propose qu'on prenne un petit temps pour les questions. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait notamment une question à propos de l'Agence régionale de santé, mais il me semble, Marie, que tu as répondu dans le chat. Est-ce que tu veux élaborer un petit peu à l'oral? Non, pas spécialement. Il faudrait que je regarde les lignes qu'on a descendues, mais je pense qu'on ne les a pas prises effectivement s'il fallait descendre chaque ligne de chaque ARS. Mais il faut que je vérifie avec le prestataire qui nous a fait cette partie du calcul. Ça marche. Est-ce que, Jane, sur la partie FNE, on nous demande si FNE fait partie du plan du PAT Île-de-France, pardon. Du PAT Île-de-France. Alors, les plans alimentaires territoriaux, en fait, ce sont les communes et les communautés de communes, les communautés d'agglomération qui les font, hein, qui se mettent ensemble. Si vous pouvez revenir à la carte, là, il y en a 11 qui ont été labellisés. Il y en a qui sont en cours d'élaboration. Je peux vous citer par exemple la commune de Gennevilliers qui est en pourparlers et en train de finaliser des accords avec une ferme qui est en Seine-et-Marne, voilà, pour justement pouvoir alimenter les cantines notamment. Celui de Plaine-Pomme était très dynamique aussi. Il y a des expériences très intéressantes et donc chaque plan alimentaire territorial est spécifique avec ses objectifs, avec ses modalités. Et disons qu'on peut voir ça, on en a une trace grâce à la commission régionale de l'alimentation qui a été mise en place avec la loi Egalim. Et donc, à l'échelle régionale, il y a un programme. Alors, disons qu'il y a la déclinaison à l'échelle régionale du programme national pour l'alimentation. L'objectif de ce plan étant quand même de faciliter la transition vers une alimentation plus saine, durable et solidaire. Donc, après, c'est à charge aux collectivités de décliner cela. Ok, merci beaucoup. La question était de savoir si FNE était participant dans le plan alimentaire territorial de l'Île-de-France. Alors, donc, je répète, il n'y en a pas de l'Île-de-France, hein, il y a des plans alimentaires territoriaux. Et bon, à ma connaissance, non, on n'est pas directement participant.
Ok. C'est plutôt Oui, en les fait, assos affiliés excuse-moi. qui sont par territoire. Comme typique, nous, Voilà. on est sur celui de pleine commune. Ok. Voilà. On va enchaîner un peu vite parce que après le temps va nous manquer. Il y avait une question de Léon sur est-ce que les associations et la société civile prennent finalement le relais de l'État sur son obligation de réaliser le droit à l'alimentation? Je pense que du coup ça s'adresse plutôt à toi, Émilie. Et aussi une question sur le concept de sécurité sociale de l'alimentation. Et je dis juste un petit mot, c'est que Alors, moi, je vais être très short en termes de timing. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. très bien. Par rapport à votre question, Léon, en fait, effectivement, il y a une volonté de la société civile de s'emparer de, de ce droit à l'alimentation comme un levier politique et juridique pour pousser effectivement l'État à réfléchir et à agir un peu plus au niveau de ce qui se passe en France, étant donné qu'effectivement la France est souvent bien placée pour faire des discours en fait auprès des autres États, mais en fait quand il s'agit effectivement là en particulier sur la question du droit à l'alimentation, de regarder en fait ce qui est fait, on est loin du compte. Donc il y a vraiment une volonté là de plus en plus aussi par rapport au contexte et en fait aux données en fait qu'on collecte chacun en fait de notre côté, une volonté de pousser l'État à agir sur ces questions-là. Donc une mobilisation importante, oui. Et vas-y Marie, pardon. Oui, peut-être enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais que on ne prend pas vraiment le relais au sens où on ne peut pas, enfin, on est du palliatif. Effectivement, en l'état du manque de ce droit à l'alimentation et de tout ce qui permet de le mettre en œuvre, voilà, comme on peut le voir, enfin, avec l'actualité, je pense aussi sur les questions agricoles, la loi du plomb, etc. Donc, malheureusement, on est plutôt du palliatif en attendant. Je dirais qu'on n'arrive même pas à prendre le relais et de toute façon que effectivement ce serait pas notre rôle. Mm. Et sur votre deuxième question, la sécurité sociale de l'alimentation, ça fait partie de tout un ensemble d'expérimentations qui sont en cours sur le territoire français, notamment à la faveur du Fonds Mieux manger pour tous, pour un peu comme ce que je disais sur l'accès à notamment l'objectif du droit à l'alimentation, enfin derrière le droit à l'alimentation, c'est effectivement ça va au-delà de se nourrir. Pour moi, la SSA rentre aussi dans en fait ce corpus en fait juridique du droit à l'alimentation et en fait une réponse qui peut être apportée et qui va tendre en fait vers l'application de ce droit à l'alimentation. Mais elle n'est pas forcément, comment dire, la solution unique pour aller vers ce droit à l'alimentation parce que par exemple, il peut y avoir d'autres enjeux, notamment beaucoup plus structurels, sur lesquels il faudra aussi travailler, par exemple, notamment la régulation des acteurs privés, la réflexion effectivement autour de la disponibilité de l'offre sur le territoire, sur un territoire comme l'Île-de-France très urbanisé, où effectivement il y a des surfaces agricoles, mais qui ne sont pas forcément dans tous les départements d'Île-de-France. Voilà, c'est un peu notre réflexion actuelle sur la sécurité sociale de l'alimentation. Ouais. Merci pour vos réponses. Je propose qu'on enchaîne. Du coup, peut-être que si Caméra, tu dois partir bientôt, on peut commencer par ta présentation et puis si ça vous va, Émilie. Oui, je veux bien. Ça vous va? Oui, Oui, aucun problème. Concret, comment est-ce qu'on fait Super. maintenant qu'on a fait les constats? Super. Je vais essayer d'aller vite et je ne vais pas parler que de Vitalim. Déjà, je voulais vous remercier les acteurs qui sont autour là pour tout le boulot que vous faites. C'est incroyable. Après, vous êtes dans votre mission, vous faites du travail d'études, de plaidoyer, etc. Et c'est grâce à vous que les choses avancent. Maintenant, nous, on est une asso qui intervenons auprès du grand public. Donc, nous, c'est encore une autre partie, c'est encore autre chose. C'est parallèle, c'est complémentaire à ce que vous faites. Et en fait, nous, on est une asso d'éducation populaire, plus précisément d'écologie populaire. Comment faire pour que les citoyens s'en emparent? Donc, on va travailler à partir de ce que vous aurez produit comme contenu, comme plaidoyer, etc. Déjà, la première chose, c'est que tout ce qui a été dit là,
Il y a deux constats pour nous. C'est hyper technique et c'est hyper déprimant. Donc, si on veut passer ça, ça me fait penser à la fresque du climat, quoi. C'est très pointu et c'est très déprimant. Donc, si on veut passer des messages au grand public, est-ce qu'on va les noyer de toutes ces infos-là qui sont extrêmement importantes, mais est-ce que trop d'infos tue l'info? Est-ce qu'on va aller leur dire il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a la pauvreté, il y a ci, il y a ça. Il y aurait 1 milliard de choses à dire et on va les noyer. Et en plus de ça, c'est des infos, vous l'avez vu, plutôt déprimantes. Autre chose, il y a beaucoup d'informations qui sont contradictoires. Donc, les citoyens, quand ils font à manger, quand ils cherchent à manger, eh ben, ils ont plein d'injonctions contradictoires. On leur dit, manger, au lieu de manger des... Je vais vous donner quelques exemples. Hein. Au lieu de manger des gâteaux au goûter, manger des fruits. Donc, tu vas avoir des gens qui vont se dire, bah, tiens, je vais manger des compotes comme ça. Là. On va dire, ah ben non, ça marche pas parce que c'est un déchet, c'est pas bon, le déchet. Ah merde, je pensais bien faire. On va te dire, il faut manger des légumes. Eh bien oui, ben moi, au dîner, j'ai mangé une salade avec un avocat. Ah ben non, c'est pas bon, parce que l'avocat, il vient de loin, tu ne te rends pas compte de l'impact de l'avocat. Voilà. On va leur dire, faut arrêter la viande rouge. Ils vont se dire, je suis très fière de moi, j'ai arrêté la viande rouge parce que j'ai cru entendre que pour la déforestation, nanana. Je mange que du poulet et du poisson. On va dire, ah ben non, le poulet aussi, ça déforeste. Et le poisson aussi, si tu savais l'impact du poisson. Bref, nous, on a affaire à des gens complètement déboussolés. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi manger, ils ne savent plus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, manger, c'est assez central dans la vie des gens. Au-delà du plaisir, il faut se nourrir matin, midi et soir. Donc, les questions, c'est toujours qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Ça peut être qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo ou qu'est-ce qu'il y a à côté de moi dans la rue si je dois manger dehors? Quel argent j'ai? Et concrètement, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est manger vite fait? J'ai 5 minutes pour manger avant d'entrer en cours, au travail ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un manger plaisir? C'est un anniversaire? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans la vie des gens. Nous, ce qu'on voulait vous dire, c'était que dans ce qu'on fait chez PicPic, dans le cadre de l'EducPop, qui est toujours comprendre pour pouvoir agir, comprendre pour pouvoir agir, on part des gens. On ne part pas de toutes les informations que vous avez pu nous passer. Je vais vous donner 2 exemples qu'on a fait auparavant, avant Vitalim. On a fait un livre de recettes. Donc, c'était des mamans qui suivaient des cours de français, français langue étrangère, des mamans étrangères. Et on est intervenu pendant ces cours de français. On leur a dit si on faisait ensemble un livre de cuisine. Donc, chacune, on les a vues chacune, c'était un travail de 6 mois, et chacune a pu donner une recette de son pays. Et le livre de cuisine était en 2 pages. Une page recette, quels ingrédients, où est-ce que tu vas les acheter, comment tu les cuisines, etc., etc. Et une page citoyenneté, comment tu te sens en France, est-ce que tu t'y retrouves, et même avec un mot sur l'alimentation, est-ce que tu t'y reconnais, etc. Et on avait aussi bien une maman bretonne qu'une maman thaïlandaise, marocaine, russe, etc. Donc le livre était très riche. Déjà, pour parler tout à l'heure, parler de côté un peu négatif, là, nous, on insiste vraiment sur le côté positif, c'est que ça redonnait la fierté aux gens. Très souvent, on les engueule, vous mangez mal, alors que là, on les rendait fiers. Ils mettaient en avant une recette de leur pays. Et ça nous permettait, nous, de voir à quel point les recettes étaient variées et très souvent très bien équilibrées, riches en légumes, etc., etc. Mais il y avait le côté fierté que nous, on a beaucoup aimé et on a fait le lien pour ces mamans-là entre manger, l'acte de tous les jours, et la citoyenneté. Vous ne voyez pas trop le lien. Autre projet qui, j'espère, va vous intéresser. Là, on s'adresse à toutes les mamans. On fait ce qui s'appelle des coaching courses. Plutôt que de partir des informations que vous nous avez partagées là, on part de leurs courses. Donc, on fait un partenariat avec une grande surface. On prend un groupe de personnes, grand maximum 8-10 personnes. On se retrouve à l'entrée et on leur dit, vous avez 20 minutes, 30 minutes max pour faire les courses. Et c'est les mêmes conditions pour tout le monde. On fait un dîner à 4 ce soir même. Donc, qu'est-ce qu'elle prendrait pour le soir même? Et on se retrouve au bout de 20-30 minutes sur une table que nous a mis à disposition le magasin et on regarde ensemble ce que chacune a acheté. Et on s'interdit tout côté moralisateur. Une personne, par exemple, qui va nous sortir des M&M's en disant moi, le soir, après le repas, j'aime bien grignoter des M&M's devant la télé. Voilà, on ne va pas aller lui dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu déconnes? Bon, ouais. L'idée, c'est d'aller regarder ensemble ce que chacun mange
et de pouvoir partager un peu les choix de chacun. Et nous, on donne de l'information. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'information, pas d'être jugés sur leur nourriture. Mais par exemple, on va regarder les paquets des choses et on va regarder les labels, les étiquettes. Sur les œufs, on va voir, il y a écrit 0 FR, 1 FR. Plein d'infos que ces mamans n'ont pas. Des infos hyper concrètes. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas un plan de l'Île-de-France avec les zones polluées. Elles veulent vraiment savoir, donc, quand elles vont nourrir leur famille, qu'est-ce qu'elles leur donnent à manger. Donc, c'est là qu'indirectement, on pourra parler des pesticides, on pourra parler de santé et tout ça. Mais on part de leur vécu, on part du quotidien. Et ça, c'est vraiment chouette. Après, sans être moralisateur, on essaye de rappeler un peu les bases. Nous, la base de Pic-Pic, parce qu'il y a les gestes individuels, il y a les gestes collectifs. Les gestes individuels, c'est tes courses et ta cuisine. Et dans ta cuisine, nous, on fait vraiment la promotion de l'équilibre nutritionnel et on dit que toute assiette, midi et soir, doit être composée à moitié de légumes, si possible. Donc, et on regarde un peu si vraiment ton assiette est composée de légumes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez l'approche, au lieu de dire il faut manger moins de viande, on ne dit pas d'interdit. On fait la promotion du légume. Et ça, il y en a plein d'autres qui font. Il y a l'assiette comestible, il y a non, pardon, c'est l'école comestible, pardon, qui est aussi des interventions qui se passent à l'école. Ils font la promotion de manger des légumes. En fait, quand tu fais la promotion d'un truc positif, indirectement, tu pousses les gens à manger moins de viande, avec toutes les conséquences que ça a pour la santé, pour l'environnement. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu notre démarche, mais on essaie d'être dans une démarche hyper positive et constructive et pas du tout moralisatrice. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que le magasin, à la fin du coaching course, la plupart du temps, il nous dit, allez, les courses sont offertes, chacun repart avec ses courses, ses cadeaux, etc. Donc, les mamans sont ravies d'avoir pu faire cet échange. Et ce n'est pas un truc descendant où Pic-Pic va leur apprendre que les labels et le logo, mais on se donne des astuces. Et toi, comment tu fais pour faire manger des légumes à tes enfants? Et toi, comment tu fais pour assaisonner? Et toi, et toi, et toi. Dernier exemple en lien avec ACF. Je suppose que j'ai explosé le temps, mais vous me direz. Oui, il faut que tu passes à Vitalim. Eh ben voilà, c'est Vitalim. Ben, je vais juste en dire 2 phrases. Hein. Encore une fois, c'est hyper concret. ACF a fait tout le boulot et ça répond à deux choses. La problématique d'argent, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'argent. On peut être sur certains foyers qui n'ont pas assez d'argent. Donc, il y a une carte qui est distribuée avec des critères. Et donc, les personnes ont un certain montant d'argent à dépenser. Et il y a l'accompagnement. Donc, il y a des animations où nous, on partage des infos et en atelier, les gens se partagent les infos et on réfléchit sur le territoire à où est l'accessibilité. Parce que très souvent, c'est bien de faire la lecture aux parents, faut ci, faut ça. Mais si sur le territoire, il y a 3 kebabs qui se battent en duel, c'est compliqué. Et le but, c'est pas de remettre en cause les kebabs, ça répond, ou les fast-foods, ça répond à des attentes. C'est comment accompagner les gens vers une nourriture plus diversifiée, ou même comment accompagner les kebabs pour diversifier leurs offres. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, je m'arrête là. J'écoute vos questions s'il y en a. Je sais pas si j'ai été assez claire. Non, Vitalim dit quand même, ça se passe où? À Aubervilliers ou Ça se passe à Villetaneuse, pardon. à Villetaneuse. Excuse-moi, comme on m'a dit que j'avais explosé le temps, j'ai raccourci. Oui, ça se passe à Villetaneuse, c'est sur 6 mois à peu près. Il y a une quinzaine d'associations impliquées. Tout ça, c'est monitoré par ACF et les associations sont très diversifiées. Il y en a qui sont spécialisées, jeunes enfants, il y en a qui font du porte-à-porte comme Voisin Malin, il y a Pic-Pic, etc. Et ensemble, ça nous permet de couvrir tout le territoire et d'accompagner aussi bien les familles qui bénéficient d'un petit coup de pouce financier que l'habitant de Villetaneuse moyen qui voit une animation et qui peut apprendre des choses, quoi. Je ne sais pas si j'ai été assez complète. Combien? Tu l'as dit déjà? Oui. Faut que tu répètes. Demande-lui la carte. Concrètement, le montant pour d'aide, si vous voulez, bien. Si vous voulez, en fait, je me permets d'intervenir. Je pourrais vous envoyer en fait une fiche de présentation de ce projet dans sa globalité. Oui, Émilie, tu es la mieux placée, effectivement. Oui. Ouais, je pourrais vous envoyer une fiche de présentation de ce projet qui est coporté avec le département de 93 de Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Bravo à CF pour ce super projet. Nous, on est le petit rouage sur le terrain. Et voilà, c'est pour dire la complémentarité des acteurs. Il y a ceux qui font les études, le plaidoyer. Et après, il y a le lien avec les citoyens sur le terrain.
sachant que et le Secours 4 et ACF, la connexion est quand même importante aussi. Et d'ailleurs, peut-être que, Jeanne, je me permets de faire la transition vers Marie sur justement ce kit d'animation pour s'approprier ce travail aussi avec le terrain. Merci beaucoup. Oui, ouais, Bah, je merci dois y aller. beaucoup. Avant que j'y aille, est-ce que vous... Enfin, je vais continuer à écouter dans le métro, mais avant que je coupe mon micro, est-ce qu'il y a une question ou on passe à la personne suivante? J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions dans le chat. Peut-être Ok. qu'on enchaîne. Merci beaucoup, Caméra, pour ta participation. C'était super. Merci à toutes et à tous. Je reste en ligne. Bisous. Bye. Oui, bah, ça peut prendre 2 secondes. Enfin, effectivement, on se reconnaît tout à fait dans les propos qui ont été tenus. Il y a bien sûr cet outil qui est un énorme rapport de plaidoyer. Et après, il y a tout le travail de comment on fait pour que déjà ces contenus soient vulgarisés et puissent être réappropriés. Et il y a 2 choses. Il y a ce qu'on a fait pour accompagner le rapport, et c'était surtout un outil de sensibilisation et de mobilisation. Donc, on a fait tout un jeu pour s'approprier les résultats, mettre en débat les recommandations. Il y a des supports type vidéo, du coup des propositions aussi de dérouler. On a fait tout un kit d'animation, normalement, enfin voilà, avec un peu tout acteur et toute actrice confondu, qui est à disposition sur notre site, si ça vous intéresse, et sur les sites des partenaires. Et aujourd'hui, on a plus de 70 événements qui ont eu lieu par les acteurs, justement, les porteurs de l'étude, puisqu'on est tous des acteurs qui avaient des réseaux très locaux impliqués avec des personnes concernées par les sujets dont on parle l'étude, et donc qui peuvent très fortement incarner souvent ce qui se dit dedans. Donc voilà, c'est une petite... on est monté à 70, mais ça vous donne un peu des idées de ce qui peut se faire, et sachant que ça, après, ça demande aussi de l'accompagnement, effectivement, quand on veut que ce soit partagé avec tout type, enfin, les personnes qui vivent tout type de situations, y compris les situations de précarité. Et j'en profite, c'était pas sur la slide, mais pour construire les contributions des 2 groupes de personnes concernées que je vous mentionnais et qui sont dans l'étude, on est parti un peu plus de ce que disait Caméra, c'est-à-dire ce que vivent les personnes, ensuite, enfin, comment on fait groupe, ce qu'on vit, pour ensuite s'approprier les sujets qui étaient traités dans l'étude et les contributions qu'on voulait faire. Et en fait, ça, on l'a réutilisé donc avec Action contre la faim pour avoir parler du poids qu'a l'offre alimentaire et qu'ont les supermarchés dans ce qu'on achète, et finalement dans la lutte aussi contre la précarité alimentaire. Et on en a fait un guide d'animation pour justement débattre et se mobiliser avec les personnes. Et ça part très concrètement de ce que tu disais, moi, qu'est-ce que je vis personnellement, en fait, comme première étape pour ensuite mener vers une mobilisation citoyenne. Donc, je vous envoie aussi ce kit dans le chat, comme ça, vous pourrez le voir. Voilà, c'était simplement pour dire ça, que au contraire, on avait aussi vraiment une volonté que ce soit un outil d'animation et de sensibilisation. Donc, je vous envoie dans le chat dès que j'ai retrouvé mon lien pour le kit, par ailleurs, en plusieurs séquences pour se mobiliser sur ce sujet de l'environnement alimentaire. Je te laisse la parole, Émilie, toi, pour le cas. Oui. Pour vous présenter un outil qu'on pilote au niveau de Action contre la faim suite à cette étude sur le droit à l'alimentation, pour là plus en fait non pas avec les personnes concernées pour l'instant, mais plus en fait au niveau en fait des acteurs en fait de terrain, ou même aussi du pouvoir public. Un outil en fait d'analyse du droit à l'alimentation à travers les différents principes, notamment de les prendre en fait un à un et de voir en fait nous à notre niveau sur notre action comment on répond en fait à ces principes, et comment on peut à travailler pour en fait identifier les limites, et comment on peut avoir en fait des actions pour réduire en fait ces limites qu'on a pu identifier, voire même aussi identifier des acteurs avec qui travailler pour limiter en fait pour travailler sur ces limites. Donc vous avez en fait au centre de cette roue
les 5 principes dont je vous parlais tout à l'heure, donc la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité, l'adéquation et la durabilité. Et puis sur en fait l'extérieur, vous avez notamment ce que mentionnaient Caméra et Marie, en fait, la participation, donc aussi donner aux gens le pouvoir d'agir. Tous ces principes que vous avez en fait autour, je vais les nommer, donc participation, redevabilité, non-discrimination, transparence, état de droit, autonomisation et dignité humaine. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de chacun de ces principes qu'on appelle en fait au niveau international les principes PANTHER, donc un mot pour rassembler en fait un acronyme de tous ces principes-là avec une terminologie acronyme en anglais, qui en fait complète les réflexions autour du droit à l'alimentation et qui permet en fait aussi de travailler sur comment essayer d'aller vers le droit à l'alimentation à notre échelle, à notre niveau, et comment pointer effectivement potentiellement des freins et essayer d'y travailler dans un court terme, long terme ou moyen terme. En tout cas, c'est un outil d'aide en fait à la réflexion, nous ou d'autres acteurs porteurs d'initiatives et d'actions sur le terrain, qui est en cours de pilotage, mais que je trouve intéressant de partager avec vous parce que nous, on a fait l'exercice, par exemple, que je ne peux pas vous présenter là parce qu'il n'est pas fini, mais du coup, on a fait cet exercice sur le projet, par exemple, Vitalim, dont parlait PicPic tout à l'heure, pour voir effectivement où il y avait des limites d'intervention sur en fait ces différents principes. Voilà. Et merci à toutes pour cette présentation et les outils que vous nous avez présentés. On est à peu près dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai pas vu dans le chat particulièrement, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une question par rapport à ce qui vient d'être dit? Du coup, je pense que c'était à peu près clair. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'à la suite de ce webinaire, on vous envoie les informations donc, avec la présentation qu'on vous a faite et puis aussi les 2 rapports du Secours catholique et de Action contre la faim. On pourra aussi joindre le kit Marie, que tu as présenté si ça te va. Et voilà, on vous remercie à tous pour votre écoute et votre temps. Je ne sais pas si Émilie et Marie, vous voulez compléter sur quelque chose. Non, on pourra effectivement partager ce kit, le court-métrage que mentionnait Marie dans le chat, l'affiche Vitalim, tous effectivement les supports qu'on a mentionnés là qui peuvent aussi alimenter les réflexions de chacun et chacune. Et vous avez nos contacts effectivement ici dans la dernière slide si vous souhaitez prendre attache avec nous. Non, pareil, rien à ajouter. Merci beaucoup pour votre présence et participation. Est-ce que vous voulez qu'on partage les coordonnées de PicPic dans le chat ou Ouais, on pourra les ajouter aussi au mail de récap si tu veux, Caméra. C'est vrai qu'on l'avait pas mis, mais c'est tout bête, c'est contact@picpic.org. Ok. Voilà. Et je le mets dans le chat et puis on le mettra dans le mail de récap. Bravo à toutes et à tous. Ah, super, merci Léon. Et bonne journée à tous et à toutes et merci d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci super. pour l'organisation. Bravo. Au revoir. Merci. Au revoir.